Tout ce que l'on vous a enseigné sur notre planète reste inachevé, puisque l'on a dissimulé les secrets enfouis sous sa croûte. On vous a fait accepter l'idée d'un cœur dur et inerte, entouré de strates de magma bouillonnant et de faits validés par les experts. Pourtant, imaginez si cette vision de la Terre n'était qu'une partie de la réalité, et si, bien en profondeur, persistait un domaine préservé du tumulte contemporain, un espace de paix, de sagesse avancée et de vitalité rayonnante. Depuis des millénaires, les enseignements mystiques, les écrits ancestraux et les récits étouffés pointent tous vers une même entité. Un univers dissimulé nommé Agartha. Ce n'est pas une fable ou une allégorie. Il s'agit d'une société perdue qui existerait au sein même de la Terre, gardée par l'énigme, à l'écart de la dégradation et oscillant à un niveau vibratoire supérieur à celui que notre réalité ose effleurer. Si Agartha est réelle et que les indices pullulent, alors notre existence repose sur une tromperie orchestrée, isolée d'un prodige inouï. Découvrez le récit qu'ils ont constamment cherché à occulter. La majorité des individus pensent que la Terre est compacte de part en part, faite uniquement de pierres, de contraintes et de liquides incandescents sous la surface. Cette conviction ne s'appuie pas sur des observations personnelles, mais sur une foi absolue en un cadre qui dicte la vérité. Et si ce mensonge était délibéré, et si la planète masquait un secret ancestral, non pas une simple curiosité scientifique, mais un empire entier qui bouleverse notre vision de l'évolution humaine, de la mystique et de l'esprit lui-même? L'hypothèse de la Terre vide n'est ni récente ni excentrique. Elle est chuchotée depuis des époques reculées par des aventuriers, des visionnaires et des peuples antiques du globe entier. Les mythes indiens évoquent Shambhala, un territoire secret habité par des divinités et des âmes illuminées. Les lamas tibétains mentionnent des passages sous les montagnes himalayennes, reliant notre monde à des refuges enfouis. Dans les sagas scandinaves, on trouve Svartalfheim, un royaume souterrain. Même les écritures sacrées font écho à un domaine inférieur, un principe altéré par les dogmes mais enraciné dans une essence plus antique et infiniment plus nuancée. Cependant, la recherche établie ridiculise cette notion. Elle érige sa structure sur des simulations, des suppositions et des calculs, sans avoir jamais sondé assez loin pour confirmer ce qui gît en bas. La profondeur maximale explorée par l'humanité avoisine les 12 kilomètres. Cela ne constitue même pas 1% du rayon terrestre. Nous connaissons mieux les étoiles que les abysses sous nos pas. Et dans cette zone d'ombre, la réalité est bel et bien enterrée. L'idée de la Terre creuse propose que notre globe abrite de vastes espaces internes, et qu'au cœur de ce domaine occulté réside Agartha, un univers souterrain lumineux, éclairé par son astre central propre. Ce n'est pas une invention fantaisiste, des journaux de l'amiral Byrd aux déclarations d'Olaf Jansen sur son incursion dans les terres intérieures via les accès au pôle. Les comptes rendus se recoupent de manière surprenante. Atmosphère tempérée, flore abondante, résidents sereins et une aura spirituelle intense. Il ne s'agit pas de délire d'insensés, mais de témoignages livrés par des gradés de l'armée, des navigateurs chevronnés et des religieux, souvent au détriment de leur réputation, ou pire, de leur existence. Pourquoi tant d'individus variés, à travers les âges et les civilisations, ont-ils décrit le même concept? Pourquoi ces histoires sont-elles invariablement niées, supprimées ou altérées? Peut-être parce qu'elles défient un ordre établi, non seulement les paradigmes terrestres, mais l'emprise sur ce que l'on permet à l'humanité d'accepter. En effet, si Agartha est avérée, tout bascule. Notre passé est lacunaire, notre savoir est lacunaire et notre essence dépasse largement ce qu'on nous inculque. Cela transcende la simple étude des sols. Agartha n'est pas qu'une cité, c'est le sésame pour déchiffrer les légendes oubliées, libérer des vérités mystiques égarées et renouer avec l'essence de l'humanité. Dans la quasi-totalité des variantes de la Terre creuse, les êtres de l'extérieur sont vus comme déracinés, désordonnés, égarés. À l'opposé, le royaume interne est dépeint comme équilibré, évolué sur le plan de l'âme et éternel. Cela devrait vous interpeller. L'énigme ultime n'est pas de vérifier l'existence d'Agartha, mais de comprendre pourquoi on nous a conduits à l'effacer de notre mémoire. L'hypothèse de la Terre vide, moquée par les institutions scientifiques, tisse en réalité un lien entre tous les éléments. Les écrits ancestraux, les lacunes inexplicables dans les chroniques du passé,
les missions armées confidentielles et les transmissions secrètes des sages et des visionnaires qui comprenaient que la réalité profonde n'éclate pas toujours en pleine lumière. Elle réside fréquemment dans les profondeurs, en attente d'une âme assez audacieuse pour l'exhumer. Pour ceux qui perçoivent uniquement par le regard physique, Agartha paraît inconcevable. Un domaine radiant dissimulé sous nos semelles, peuplé d'entités évoluées, existe en symbiose parfaite avec l'univers. Cela évoque une légende jusqu'au moment où l'on constate à quel point les récits mythiques, à travers les époques et les peuples, convergent vers un seul et même site, sous des appellations variées, en dépeignant les mêmes fondements, la même clarté, la même essence. C'est ainsi que débute le récit d'Agartha. Non dans l'imaginaire, mais dans un souvenir collectif effacé. Les sages de l'Inde ancienne la nommaient Patala, tandis que des doctrines ultérieures la présentaient comme Shambhala, un sanctuaire de sérénité et de connaissances enfouies dans les strates internes du globe. Selon les héritages tibétains, des maîtres spirituels protègent les accès à ces enclaves sacrées, réservées à ceux dont l'énergie intérieure vibre à la juste harmonie. Les penseurs théosophiques, inspirés par Helena Blavatsky et enrichis ensuite par des intuitifs comme Alice Bailey, ont désigné Agartha comme le noyau de la direction spirituelle planétaire, une métropole secrète dirigée par des guides illuminés qui supervisent le développement de l'espèce humaine. Il ne s'agissait pas de spéculations isolées, mais de révélations qui se rejoignent, transmises par ceux qui captaient une dimension plus vaste. Agartha dépasse la notion ordinaire d'une cité. On la présente comme un immense univers souterrain formé de nombreuses agglomérations reliées, orchestrées depuis un cœur principal fréquemment baptisé Shambhala, même si les dénominations diffèrent selon les traditions. C'est un empire de luminescence, non issu des flammes ou des circuits électriques, mais d'une vitalité pure. Plusieurs sources affirment qu'elle puise dans la pulsation innée de la Terre, cette résonance qu'évoquait Nikola Tesla. D'autres la dépeignent comme baignée par un astre central, non pas une étoile classique, mais une orbe d'énergie diffusant au centre du monde, nourrissant l'existence, l'intelligence et une quiétude infinie. Les résidents d'Agartha seraient d'une antiquité extrême. Certains les relient à l'époque de la Lémurie ou de l'Atlantide. D'autres les voient comme les héritiers de ces peuples qui choisirent l'abri souterrain pour sauvegarder leur savoir et leur harmonie, quand la surface bascula dans le désordre et les conflits. Leur durée de vie surpasse largement la nôtre, atteignant parfois des siècles, voire des millénaires. Pourtant, leur longévité n'est pas biologique. Elle est énergétique. Les Agarthains opèrent à un niveau vibratoire supérieur, en accord avec les principes cosmiques plutôt que matériels. Leur organisation repose sur l'équilibre, la cohésion et la dévotion à un idéal plus grand, loin de l'avidité, de la spéculation ou de la domination. Aucun système monétaire n'y existe, car il est superflu. La prospérité naît de l'alignement, non de l'entassement. Les guerres y sont absentes, car la discorde ne peut s'installer dans une communauté ancrée dans la paix profonde. Les avancées techniques servent l'harmonie, non la conquête. Ce sont des instruments énergétiques qui restaurent au lieu d'épuiser, des modes de déplacement alimentés par les forces naturelles plutôt que par des réactions destructrices, des découvertes librement diffusées au lieu d'être verrouillées. Chaque aspect de leur réalité incarne une loi que nous avons perdue de vue, l'esprit prime sur la forme physique. Vous pouvez percevoir cette authenticité au plus profond de vous, même si la raison tente de la repousser. L'évocation d'Agartha suscite une résonance familière chez ceux qui sont assez ouverts pour la capter. Elle n'attire pas seulement les esprits intrigués, mais surtout les chercheurs, ceux qui ont toujours ressenti que cette existence superficielle, faite de séparation et d'accumulation, ne représentait pas la totalité. Cette impression persistante d'un manque n'est pas une faiblesse, mais un guide intérieur. Dans notre réalité extérieure, nous traquons le but à travers le labeur, les liens, les biens matériels et les approbations. Pourtant, rien ne remplit ce creux, car il n'a jamais été conçu pour être comblé par des éléments extérieurs. Agartha n'est pas uniquement un espace géographique, elle agit comme un reflet, l'image de ce que l'humanité pourrait redevenir en se rappelant son origine, avant les conditionnements. Elle nous enseigne que nos prouesses actuelles, tours imposantes, appareils connectés, systèmes intelligents pâlissent face à une civilisation qui a conquis sa propre essence. Ses habitants ne soumettent pas l'environnement. Ils fusionnent avec lui en parfaite union.
Ils ne redoutent pas la fin de l'existence, ils en saisissent le sens profond. Ils ne vénèrent pas la connaissance, ils l'incarnent au quotidien. Et quelque part, dans les abysses de la planète comme dans les recoins de notre être, cette façon d'exister perdure encore. Nous avons seulement égaré la route qui y mène. Si Agartha est une réalité, la question qui surgit immédiatement chez la plupart est, où se situe l'accès? Comment y pénétrer? Est-il dissimulé sous les glaces polaires, enfoui dans les massifs himalayens, ou verrouillé par des zones interdites en Antarctique? Pourtant, l'erreur fondamentale consiste à imaginer qu'il s'agit d'une expédition purement corporelle, comme si l'on pouvait boucler une valise et franchir la porte d'un Éden enfoui. La réalité, murmurée dans les sagesses ancestrales et préservée par les âmes illuminées, est tout autre. On ne parvient pas à Agartha par la contrainte ou grâce à une simple carte. Elle s'ouvre au rythme des vibrations intérieures. On ne l'envahit pas, on s'y accorde. À travers les âges, ceux qui ont affirmé avoir exploré les profondeurs terrestres n'étaient ni des guerriers ni des aventuriers en quête de richesse. Il s'agissait de contemplatifs, de visionnaires, d'âmes en quête et de pratiquants dévoués. Les maîtres tibétains évoquent des passages sacrés sous leurs ermitages, conduisant à des refuges cachés. Certains affirment que ces couloirs n'ont jamais été taillés par des outils humains, mais modelés par la volonté pure, par les ondes sonores, par les pulsations énergétiques. Tous les résidents des monastères ne sont pas là pour invoquer une divinité extérieure. Certains veillent sur les seuils du sanctuaire terrestre, défendant une sagesse trop limpide pour être exposés à un monde encore prisonnier de l'ego. Des légendes subsistent aux quatre coins du globe. Les guérisseurs ancestraux décrivent des descentes dans les entrailles de la terre via des voyages chamaniques ou des états de transe. Les pratiquants du yoga parlent de domaines subtils sous l'enveloppe planétaire, atteignables par une immersion méditative intense. Au Pérou, certaines communautés indigènes croient que des cavernes résonnent d'une force particulière et que, en y entrant au moment juste, avec l'esprit aligné, elles ouvrent sur d'autres réalités. Il ne s'agit pas de symboles poétiques, mais de guides codés en ondes vibratoires, protégés non par des verrous matériels, mais par votre propre niveau de conscience. Comprenez bien, Agartha n'exclut pas seulement l'avidité, l'agressivité ou la domination. Elle leur est tout simplement imperméable. Le bouclier énergétique qui l'enveloppe, parfois nommé voile dimensionnel ou barrière fréquentielle, repousse tout ce qui n'est pas en phase avec l'authenticité, l'équilibre et une awareness élevée. C'est pour cela que les quêteurs obsédés ne la découvrent jamais. Leur propre vibration les en exclut physiquement. En revanche, ceux qui s'approchent sans insister, ceux qui harmonisent d'abord leur univers intérieur, réalisent qu'Agartha ne se dissimule pas vraiment. Elle patiente, prête à se manifester. Des témoignages existent de personnes plongées dans des états extatiques pendant des heures, parfois des journées entières, avant de revenir en affirmant avoir été transportées dans les profondeurs. Elles dépeignent des métropoles de cristal, des vastes halls vibrants d'une énergie vivante, et des présences lumineuses qui échangent sans mots. La qualité de cette énergie reste invariable, sereine, stable, profonde et douée d'intelligence. Elle ne ressemble en rien au flux incessant de pensées de notre quotidien, mais à un calme si absolu qu'il communique plus intensément que n'importe quel discours. Ce qui frappe davantage, c'est que ces expériences émanent souvent d'individus qui ne se sont jamais croisés, issus de traditions sans lien apparent. Pourtant, leurs récits convergent invariablement vers un même univers intérieur qui instruit sans juger, observe sans imposer et ne s'offre qu'à ceux qui ont atteint la maturité nécessaire. Cette exigence d'harmonisation intérieure, cette priorité à l'évolution de l'âme plutôt qu'à l'effort brut, contraste avec les valeurs de notre époque contemporaine, mais elle a toujours été le message essentiel d'Agartha. Même les édifices sacrés, érigés à la surface, semblent refléter cette connaissance voilée. De nombreux sanctuaires antiques ont été implantés sur ce que certains identifient comme des nœuds énergétiques, des zones où le champ magnétique terrestre s'affaiblit, ou où les courants telluriques se rencontrent. Ces sites n'ont pas été sélectionnés par hasard. Les constructeurs d'autrefois possédaient une compréhension que nous avons reléguée aux oubliettes. La planète possède des passages, et ils ne s'orientent pas systématiquement vers l'extérieur. Des lieux comme le mont Shasta, les chaînes himalayennes, les forêts amazoniennes ou certaines régions de l'Antarctique sont depuis longtemps associées à ces ouvertures, mais seuls de rares explorateurs en sont revenus,
et encore moins ont été crues. Notre civilisation contemporaine vous pousse à traquer les solutions hors de vous, à réclamer des démonstrations tangibles, à exiger des documents irréfutables. Pourtant, Agartha n'a jamais dépendu d'une validation externe. Elle repose entièrement sur une harmonie profonde en soi. Si vous ne l'avez pas perçue jusqu'ici, ce n'est pas en raison de son inexistence, mais parce que votre énergie a été écartée de l'essence authentique. Vous avez été immergé dans les perturbations, le chaos ambiant, l'orgueil et l'angoisse. La seule voie pour inverser cela consiste à vous relier au calme absolu, à l'instant présent et à une awareness pure. Parvenir à Agartha n'est pas une illusion, c'est une ouverture de l'âme. Cela exige toutefois une transformation profonde de tout ce que l'on vous a incité à chérir. Vous n'y accéderez pas en survolant les pôles. Vous y parviendrez en plongeant en vous-même, en purifiant l'écran de votre mental et en haussant votre niveau vibratoire jusqu'à ce que l'évidence réapparaisse naturellement. L'aventure ne s'amorce pas par le mouvement, mais par la quiétude totale. Depuis des générations, des échos concernant Agartha ont émergé, non seulement dans les légendes et les traditions ésotériques, mais également via des contacts, des missions d'exploration et des carnets confidentiels qui n'étaient pas censés voir le jour. Il ne s'agit pas uniquement de fables issues des temps reculés. Elles surgissent de l'époque actuelle, enfouies dans des dossiers négligés, des comptes rendus officiels et des confidences personnelles rejetées. Si ces témoignages n'étaient pas si uniformes, si tenaces et si vigoureusement censurés, il aurait été plus simple de les balayer. Mais quand des histoires ressurgissent inlassablement, narrées par des individus sans intérêt personnel et souvent exposés à de lourdes conséquences, il devient impossible de ne pas s'interroger sur la réalité qu'on cherche à ensevelir. Considérons le cas de l'amiral Richard E. Byrd, un navigateur américain admiré et pionnier des régions polaires. À la fin des années 1940, au cours de l'opération Ig-Jump, Byrd aurait survolé une brèche près du pôle Nord. Ce qu'il rapportait contredisait radicalement les principes établis en géologie et en météorologie. Il évoquait un territoire fertile et verdoyant, dépourvu de glace ou de neige, imprégné de chaleur, foisonnant de plantes et d'une vie abondante. Il mentionnait des créatures considérées comme éteintes depuis des ères, y compris des mammouths. Plus stupéfiant, il décrivait avoir été escorté par des engins volants, des objets discoïdaux qui avaient orienté son appareil avec douceur vers les terres intérieures. Sur place, il aurait dialogué avec des entités qu'il avait averties du chemin périlleux emprunté par l'humanité. Les traces officielles de cette mission brillent par leur absence dans les archives militaires. Le journal intime de Byrd, exhumé bien plus tard, est jugé non authentique par les experts conventionnels. Néanmoins, le vocabulaire employé est d'une exactitude troublante, les détails sont saisissants et le contexte temporel est éloquent. Peu après cette supposée expérience, les autorités ont drastiquement limité les investigations polaires. Les environs des deux pôles sont devenus des zones de plus en plus inaccessibles. L'Antarctique, en particulier, a été soumis à des accords mondiaux qui interdisent l'approche de vastes surfaces sous couvert de protection environnementale. Mais qu'est-ce qui est véritablement sauvegardé? Puis vient l'histoire d'Olaf Jansen, un pêcheur norvégien du XIXe siècle. Son récit, consigné dans l'ouvrage Smoky God, relate une expédition avec son père à travers une entrée polaire menant à un Éden incomparable à tout ce que connaît la surface. Lui aussi dépeignait des géants, des cités irradiantes et des êtres capables de communication mentale. Ces témoignages ont été moqués et classés comme imaginaires, mais leur similarité avec ceux de Byrd et de tant d'autres forme un motif impossible à écarter. Pourquoi ces déclarations sont-elles systématiquement tournées en ridicule? Pourquoi ceux qui les partagent sont-ils promptement déconsidérés, occultés ou ridiculisés? C'est la réaction classique face à quiconque frôle une vérité dissimulée. Le pouvoir en place ne réfute pas l'évidence par des arguments solides, il l'étouffe par la dérision, le mutisme et les diversions. Agartha représente précisément l'une de ces réalités capables de faire voler en éclats tout ce qu'on nous a inculqué sur le passé, les découvertes scientifiques et les capacités humaines. En creusant davantage, vous découvrirez des allusions antiques venues des quatre coins du planète. Les légendes Hopi évoquent un peuple des profondeurs, semblable à des fourmis, qui les a secourus lors de désastres anciens. Les sages tibétains mentionnent des passages sous des pics vénérés.
Les peuples d'Amazonie parlent de métropoles luminescentes au sein de la forêt dense. Inaccessibles par la contrainte, elles ne s'ouvrent que sur invitation intérieure. Même de nos jours, des aventuriers, des grimpeurs et des enquêteurs signalent des phénomènes énergétiques inhabituels, des perturbations magnétiques, des variations climatiques brusques lorsqu'ils s'aventurent près de sites prohibés. D'autres échos proviennent des milieux militaires et des agences de renseignement. Ces confidences murmurées par des vétérans au crépuscule de leur vie ou sur leur lit de mort, évoquant des ordres stricts d'effacer certains souvenirs. Des soldats postés auprès de structures enfouies bien plus vastes et profondes que tout ce qu'on imagine officiellement. Des techniciens impliqués dans la construction de galeries secrètes, connectant d'immenses cavités souterraines pour des motifs jamais expliqués. Il ne s'agit pas de hallucinations issues d'esprits troublés. Ce sont des fragments de vécus authentiques, rapportés par ceux qui ont effleuré une réalité tangible et ont été obligés de nier son existence. Interrogez-vous donc, pourquoi ces récits traversent-ils les époques avec une telle persistance? Pourquoi convergent-ils sur les mêmes paysages, les mêmes ondes vibratoires, les mêmes présences sereines et évoluées sur le plan de l'âme? Si cela relevait purement de l'invention, les éléments seraient bien plus disparates. Or, ils s'emboîtent, se corroborent, résonnent avec une antiquité supérieure à tout régime politique, plus sacré que toute doctrine religieuse, et plus redoutable que ce que toute autorité souhaiterait vous voir redécouvrir. En effet, si l'humanité apprenait l'existence d'un tel domaine, où une communauté a déjà conquis la sérénité, l'unité et l'illumination, elle pourrait remettre en doute l'ordre imposé. Elle pourrait rejeter l'idée que la douleur est inéluctable, que les conflits sont fatals, ou que la dimension spirituelle reste éternellement inaccessible. Agartha bouleverse l'ensemble, et ceux qui l'ont entrevue, ne serait-ce que dans des visions fugaces ou des rêves profonds, savent que son essence ne peut être totalement annihilée, seulement voilée. Là où la surface s'entiche de données accumulées, les profondeurs se consacrent à la sagesse véritable. Voilà ce qui sépare Agartha de notre réalité extérieure. Elle n'est pas uniquement un havre pour des âmes éveillées ou un abri face à une civilisation en perdition. Elle constitue, selon les enseignements ésotériques, le noyau vibrant de la planète, un espace où le savoir n'est pas consigné dans des volumes ou des disques durs, mais imprégné dans les flux énergétiques, les résonances et la conscience collective. Au cœur de cette sagesse repose un trésor encore plus fondamental, les registres akashiques. Vous avez peut-être croisé cette expression. Les archives akashiques ne sont ni des ouvrages tangibles, ni des manuscrits anciens. Elles forment un champ d'énergie universel qui conserve la trace de tout, chaque idée, chaque acte, chaque parcours d'une âme à travers les dimensions et les airs. Elles transcendent les contraintes temporelles et spatiales. Ceux qui ont appris à s'y connecter décrivent des intuitions fulgurantes, des transmissions instantanées et des compréhensions qui dépassent la raison séquentielle. Elles représentent la mémoire cosmique suprême, et dans de nombreuses traditions mystiques, elles sont localisées au sein d'Agartha ou rendues accessibles grâce à elle. Pour mesurer l'immensité de cela, il faut en saisir les implications. Agartha n'est pas simplement un habitat pour des entités, elle est un nexus de la conscience globale. Elle abrite non seulement les secrets de la Terre, mais aussi ceux du cheminement humain, des principes cosmiques et de l'intelligence sacrée. Ces résidents ne sont pas de banals occupants. Ils agissent comme veilleurs, gardiens de l'esprit planétaire, protecteurs d'une vérité que nous avons reléguée dans l'oubli au milieu de notre quête effrénée de progrès matériel. D'après les légendes, les Agarthains n'ont pas à fournir d'efforts pour consulter ces registres akashiques. Ils existent en symbiose avec eux. Leur état d'harmonie permet à l'information de circuler sans entrave, non parce qu'ils la traquent, mais parce qu'ils en sont l'incarnation. Dans leur communauté, la vérité n'est pas débattue ou soumise au vote. Elle est vécue, car elle est intimement perçue. Le domaine akashique n'est pas une bibliothèque clandestine. Il est le réservoir de l'univers, et Agartha en est la manifestation la plus éveillée sur notre monde. Ainsi, elle fonctionne comme une mémoire vive terrestre, préservant les héritages sacrés des ères perdus, de la Lémurie, de l'Atlantide, des périodes de splendeur et des chutes spirituelles. C'est précisément pour cela que nous en sommes isolés. Car un accès libre à cette remembrance nous rappellerait notre force innée. Nous nous remémorions que notre présence ici n'est pas pour alimenter des mécanismes,
accumuler des biens ou nous opposer les uns aux autres. Elle est pour croître, transcender et s'éveiller pleinement. Or, un modèle économique basé sur le gain ne tolérerait pas une population consciente de sa vocation profonde. C'est aussi pourquoi le concept des archives akashiques a été dilué. On l'a réduit à une mode passagère, à un slogan trendy, à une anecdote curieuse. Pourtant, elles sont profondément sacrées, et leurs protecteurs savent que tous ne sont pas préparés à leur contenu. Pour s'y immerger, un alignement intérieur est requis. Des motivations limpides sont indispensables. À Agartha, la connaissance n'est pas occultée pour établir une élite. Elle est préservée afin d'empêcher son détournement. Ces gardiens n'ont pas oublié ce que nous avons effacé. Un savoir mal employé peut mener à la domination, à l'emprise et à la ruine. Ils patientent donc, non par retrait, mais parce que l'humanité n'a pas encore atteint la maturité nécessaire. Les accès à Agartha fonctionnent sur des ondes énergétiques. Les passe-partout résident dans l'éveil intérieur, la sincérité profonde et la modestie authentique. Ceux qui tentent d'y pénétrer sans ces qualités sont repoussés naturellement, non par des sentinelles, mais par leur propre désaccord vibratoire. En revanche, ceux qui s'harmonisent découvrent bien plus que des informations. Ils retrouvent leurs mémoires enfouies. Les registres akashiques ne se bornent pas à transmettre des données. Ils réveillent l'essence, ils vous confrontent à votre esprit libéré des voiles, des récits fabriqués et des angoisses accumulées. C'est précisément cela qui les rend menaçants pour les détenteurs d'autorité. Imaginez si un nombre croissant d'individus parvenait à cette sagesse, non par la contrainte, mais par une simple résonance. La réalité extérieure commencerait à se transformer. Les mécanismes de domination s'écrouleraient face à une prise de conscience collective. Les illusions qu'on nous a imposées perdraient leur pouvoir. Les fables officielles ne tiendraient plus, et l'ancienne vérité, calme et rayonnante, émergerait des abysses. Agartha dépasse le statut de légende, de cité secrète ou d'énigme insoluble. Elle incarne le patrimoine sacré de la planète, prête à être perçue par ceux qui réapprennent enfin à entendre au-delà des apparences. Beaucoup imaginent que les conflits se livrent avec des armes, des troupes et des violences physiques. Pourtant, les luttes les plus déterminantes, celles qui modèlent des ères entières, se déroulent au niveau de la conscience. C'est ce combat invisible qui bouillonne sous notre quotidien, souvent rejeté, mais constamment actif. Au cœur de cette bataille trône Agartha, non comme un simple asile inerte, mais comme une énergie vivante dans l'éternelle opposition entre clarté et obscurité. D'après de nombreux courants mystiques, Agartha n'a pas surgi par hasard. Elle est issue d'une urgence vitale, forgée après un désastre majeur, quand la surface a sombré dans le désordre. Il y a des éons, l'humanité évoluait dans un état d'esprit supérieur. Dans des sociétés comme la Lémurie ou l'Atlantide, les êtres vivaient en union avec l'âme cosmique, l'environnement et les principes universels. Puis un basculement s'est produit, une rupture profonde, un éloignement de l'harmonie originelle. L'orgueil, l'avidité et les manipulations ont gangrené l'équilibre. Ceux qui conservaient encore les sagesses primordiales ont pris une décision cruciale, se replier dans les profondeurs, sauvegarder ce qui échappait à la corruption extérieure et veiller sur l'étincelle de la conscience jusqu'à ce que la surface soit prête à se remémorer. Ce n'était pas une déchéance symbolique, mais une chute énergétique, une plongée vers des niveaux vibratoires inférieurs où la crainte pouvait s'épanouir, où l'emprise pouvait s'installer et où l'essence pouvait être masquée en pleine lumière. Dès cet instant, deux trajectoires ont divergé. L'une à l'air libre, édifiée sur des mirages et une fixation sur le tangible. L'autre dans les entrailles, ancrée dans la remembrance et la pureté de l'esprit. Ces deux dimensions coexistent depuis, isolées non par des kilomètres, mais par des fréquences distinctes. Les habitants d'Agartha ne nous ont pas désertés. Ils se sont écartés pour préserver l'authenticité. Ils savaient que, dans un univers dominé par la rigidité, la connaissance se mue en instrument de pouvoir. Ils ont patienté, cultivant la lumière dans l'ombre, stabilisant la clarté au milieu des ténèbres. Pourtant, même là, ils n'ont pas échappé aux affrontements. La lutte pour l'esprit humain n'a pas cessé avec leur retrait. Elle les a poursuivis. Car l'obscurité ne respecte aucune limite.
Elle vise à absorber toute source de luminescence. Selon certains enseignements confidentiels, des assauts ont été menés, tant par des puissances de la surface que par des influences plus ténébreuses, pour infiltrer Agartha et détourner sa sagesse au service de la domination. Il ne s'agissait pas uniquement d'incursions physiques, mais surtout de violations énergétiques. C'est pour cette raison que les habitants d'Agartha ont conçu des outils de protection issus de l'esprit. Non pas des barrières physiques, mais des enveloppes vibratoires, des ondes d'harmonie qui écartent toute perturbation. Ces boucliers restent invisibles. Ils opèrent sur un plan énergétique, transcendant et impossible à corrompre. Pourtant, le conflit n'a pas pris fin là. À l'extérieur, il a muté en une offensive plus insidieuse, imprégnation des cultures, réécriture du passé, effacement des manuscrits ancestraux, moquerie envers les visionnaires et les explorateurs de l'âme. L'assaut contre Agartha s'est transformé en une lutte contre le souvenir collectif, contre l'instinct profond, contre cette certitude intime qu'une dimension plus vaste existe au-delà des apparences. La majorité des individus, ignorant ce combat, y participent malgré eux par leur passivité et leur dispersion. Les marques de cette lutte pullulent, dans les récits qui présentent les quêteurs comme des excentriques, dans les structures qui sanctionnent l'investigation, dans les organisations qui exaltent la raison pure tout en dénigrant la sagesse intérieure. À chaque instant où quelqu'un sacrifie son intuition pour une validation externe, l'ombre gagne du terrain. Néanmoins, Agartha résiste, non comme une citadelle imprenable, mais comme un signal lumineux. Pour ceux qui s'ouvrent à la lumière, son invitation grandit en intensité. Voilà pourquoi vous portez en vous cette dissonance persistante, cette impression que l'existence actuelle ne colle pas, qu'un horizon plus grand appelle. Ce malaise n'est autre que la répercussion d'une mémoire primordiale, une reconnaissance au fond de l'être que vous naviguez entre deux courants opposés. L'un cherche à vous endormir, l'autre à vous révéler. Agartha incarne ce second appel. Elle n'offre pas une échappatoire imaginaire, mais un rappel de votre potentiel véritable. Vous n'êtes pas démunis face à cette tension. Vos décisions quotidiennes, votre niveau énergétique, votre degré d'éveil, tout cela influe sur l'équilibre. À chaque fois que vous privilégiez la vérité personnelle à l'uniformité, l'attention pleine à l'agitation, l'empathie au reproche, vous renforcez le pont vers la reconnexion. Ce affrontement ne vise pas la domination territoriale. Il porte sur la maîtrise de votre esprit. Agartha démontre qu'une alternative n'est pas utopique, elle existe déjà, voilée mais tangible, patiente mais vibrante. Et elle n'a pas oublié votre essence, même si les voiles vous l'ont fait perdre de vue. Vous ne conservez pas ce souvenir parce qu'on a veillé à ce qu'il s'efface. Dès vos premiers mots, l'environnement autour de vous a modelé votre perception, non par la force brute, mais par l'insistance subtile, par des récits répétés, des cadres imposés et des concepts sélectionnés avec soin, présentés comme des évidences incontestables. On vous a dicté les limites du possible et du risible, du concret et du chimérique, si bien que l'idée d'un domaine comme Agartha, une société illuminée dans les profondeurs, s'est muée en anecdote comique. Non parce qu'elle manque de fondement, mais parce que l'amnésie collective servait un dessein précis. Ce formatage n'arrivait pas avec des avertissements clairs. Il se camouflait sous l'apparence de l'apprentissage, du loisir et de la logique commune. Remémorez-vous vos années initiales sur les bancs de l'école. On vous a entraîné à retenir par cœur, non à interroger. On vous félicitait pour la reproduction fidèle, pas pour l'esprit critique. Toute idée qui chalanguait le cadre officiel passait pour disruptive, fantaisiste ou carrément erronée. Les évocations d'un monde intérieur terrestre devenaient des légendes pour enfants, les principes vibratoires de la pseudoscience, les approches énergétiques de dangereuses illusions. On ne les contredisait pas frontalement. On les écartait simplement du discours, les reléguant dans l'ombre. Et cela ne se limitait pas aux salles de classe. Cela imprégnait les émissions que vous consommiez, les célébrations annuelles, les expressions héritées des aînés qui, sans le savoir, perpétuaient la même litanie. Voilà le mécanisme en œuvre. Soyez pragmatique. Évitez de tout remettre en cause. Ce n'étaient pas des enseignements, mais des chaînes discrètes, chacune calibrée pour étouffer cette soif innée de découverte qui aurait pu vous guider vers l'essence.
Agartha n'est pas dissimulée au sens classique. Elle se trouve exposée, mais rendue imperceptible par le tourbillon incessant de l'existence contemporaine. La dispersion n'agit pas comme un simple passe-temps. Elle anesthésie, elle génère un fond sonore permanent, une excitation ininterrompue, une anxiété latente. On ne vous a jamais accordé le vide nécessaire pour accueillir cette intuition enfouie. Cette légère traction qui vous souffle qu'une réalité plus profonde existe. Ce chuchotement constitue votre guide intérieur, et toute une vie a été consacrée à le couvrir de bruit. Depuis l'enfance, on vous a orienté vers l'extérieur, les affichages lumineux, les évaluations, les acquisitions, la position sociale. Chaque structure dans laquelle vous avez évolué vous a inculqué à quêter la reconnaissance plutôt que l'éveil véritable. Progressivement, vous avez appris à douter de votre perception profonde. Voilà comment le mécanisme triomphe. Non en vous emprisonnant dans des barreaux visibles, mais en vous convainquant que ces barreaux n'ont jamais existé. Pourtant, l'amnésie n'efface pas la réalité. Elle persiste, enfouie sous les couches de tumulte et de formatage. Le simple fait que vous soyez attentif en cet instant, que quelque chose remue au fond de vous, témoigne que le souvenir n'est pas anéanti. Il sommeille, prêt à s'éveiller. Les sagesses millénaires ont toujours affirmé que les grandes révélations ne s'éteignent jamais. Elles se terrent jusqu'à ce que l'humanité soit à nouveau mûre pour les accueillir. Agartha figure parmi ces révélations enfouies. Quand vous vous sentez éloigné de votre essence, quand l'existence paraît trop agitée, trop désordonnée, trop vide de profondeur, ce n'est pas un signe de fragilité. C'est votre esprit qui ravive ce qu'il connaissait jadis. Il perçoit que la vie qu'on vous a présentée manque d'une dimension sacrée. Vous ne cherchez pas à fuir. Vous aspirez à renouer les liens. Parce qu'Agartha dépasse la notion d'un simple emplacement. Elle reflète la partie de vous qui n'a pas oublié. Cette facette intacte, préservée des doctrines rigides, des craintes imposées et des pressions collectives. Celle qui garde foi en la splendeur, en la connexion universelle, en la sagesse intuitive. Et on vous a conditionné à l'occulter. Non parce qu'elle est illusoire, mais parce qu'elle est libératrice. Cette perte de mémoire n'est pas accidentelle. Elle résulte d'une stratégie délibérée, visant non seulement Agartha, mais tout ce qu'elle incarne, la sérénité profonde, les niveaux vibratoires élevés, les principes cosmiques. Car dès que les individus se remémorent leur nature véritable, ils échappent à toute emprise. Pas par révolte bruyante, mais par une autonomie paisible. Ils n'attendent plus l'autorisation pour exister, explorer ou rayonner. Cela effraie ceux qui dépendent de la maîtrise des autres. Mais voilà l'essence qu'aucun pouvoir ne peut étouffer. Ce qui a été implanté peut être désinstallé. Le souvenir peut ressurgir, la perception peut se recalibrer. Le rideau peut s'écarter. Et lorsque cela advient, Agartha ne reste plus une hypothèse, elle s'impose comme une évidence. Dès qu'un seuil critique d'âme se souvient, l'énergie collective se transforme. Les ondes s'élèvent, et ce qui était voilé devient irréfutable. Vous n'étiez pas voué à rester dans l'assoupissement éternel. À présent, l'éveil pointe. Si vous y prêtez l'oreille, survient ce tournant où le décor extérieur perd son emprise, où les flux d'informations se muent en vacarme inutile, où les accomplissements paraissent vides, et où les proches semblent piégés dans un cycle d'agitation et d'apparence. Vous ne identifiez pas précisément le changement, mais vous le ressentez profondément. Ce n'est pas l'environnement qui s'est modifié, c'est votre regard intérieur. Cet instant n'annonce pas une chute, mais une ouverture décisive. C'est l'aventurier en vous qui émerge du sommeil. Le chemin vers Agartha n'a jamais relevé de la cartographie physique. Il a toujours dépendu d'une harmonisation personnelle. Aucune carte ne saurait vous y conduire. Aucun appareil ne vous indiquera ses seuils. L'accès ne s'affiche pas en latitude et longitude, il s'illumine par les résonances. La seule méthode pour capter cette onde consiste à affiner l'instrument de votre propre esprit. L'approche ne débute pas par une quête frénétique, mais par un abandon serein. Il faut lâcher les parasites, le défilement incessant, l'accumulation compulsive, la soif d'approbation numérique. Ce ne sont pas de simples passe-temps,
Ce sont des altérations qui drainent votre vitalité vers l'extérieur et morcellent votre unité intérieure. Agartha vibre dans la cohésion profonde, non dans le désordre ambiant. Pour l'apercevoir, il faut rentrer en soi. La quiétude représente la porte initiale. Pas l'absence de son, mais l'attention totale. Apprenez à percevoir les interstices entre vos réflexions. Soyez réceptif aux murmures subtils, aux élans intuitifs, aux coïncidences significatives. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des balises, des convocations, des rappels que le cosmos vous adresse depuis l'origine, mais que vous étiez trop absorbé par les récits des autres pour entendre le vôtre prêt à s'épanouir. La société n'incite pas à cette introspection. Elle valorise l'action visible, non l'être profond. Pourtant, Agartha ignore les statuts, les fortunes ou les audiences. Elle réagit uniquement à l'onde émise. Votre engagement à embrasser l'authenticité, à explorer sans exiger de preuves tangibles, à répondre à l'appel même s'il défie la logique. C'est cette disposition qui déverrouille les passages. Des disciplines comme la contemplation silencieuse, la respiration intentionnelle, le retrait volontaire et les soins énergétiques ne sont pas de simples modes passagères. Ce sont des outils ancestraux, des passe-partout forgés pour dissoudre les strates de brouillage et restaurer votre état d'harmonie originel. À mesure que vous vous délestez du superflu, convictions imposées, rôles factices, liens toxiques, vous vous approchez de la vibration d'Agartha. Certains instants vous feront douter de votre santé mentale, vous questionnerez vos sensations, et l'entourage vous invitera à rester terre à accent grave-terre, rationnel, pragmatique. Mais le vrai découvreur ne suit pas le troupeau. Le vrai pionnier prête attention à ce que la majorité a désappris à percevoir. Cette guidance intime, cette force d'attraction vers l'inconnu, ce souffle discret qui insiste, avance. Puis, une transformation s'opère, non de manière brutale, mais en douceur, au fil du temps. Vous discernez des connexions là où d'autres ne voient que des aléas. Vous captez des flux énergétiques là où les gens ne perçoivent rien. Vous accordez crédit à votre compréhension intime, même sans éléments concrets pour la soutenir. C'est à cet instant que l'univers intérieur commence à se dévoiler. Non comme une illusion, mais comme une présence concrète. Non parce qu'il surgit soudain, mais parce qu'il a toujours existé, patientant que vous abandonniez le scepticisme pour embrasser la remembrance. Votre destin n'était pas de traverser l'existence en chassant des buts qui laissent votre esprit affamé. Vous n'êtes pas venu pour n'être qu'un élément interchangeable dans le mécanisme d'autrui. Votre présence ici vise l'éclosion, l'harmonisation, la redécouverte. Et ce chemin ne s'amorce pas en multipliant les actions. Il s'initie en approfondissant l'être, en revenant à cette évidence que vous avez toujours portée, mais qu'on vous a persuadé d'ignorer. Agartha dépasse le simple concept d'un domaine enfoui. Elle symbolise ce qui devient accessible lorsque vous orientez votre regard intérieur avec détermination. C'est l'horizon qui s'illumine quand vous comprenez enfin que la véritable exploration se déroule au-dedans. Chaque avancée vers cette cohérence personnelle vous rapproche de cette clarté perdue, de ce calme profond, de cette société secrète qui ne gît pas seulement dans les profondeurs terrestres, mais au cœur de votre être. Il existe une explication à ce qu'Agartha hante vos pensées. À ce que, malgré toutes les réfutations, les négations et les moqueries, une part de vous s'interroge encore sur sa réalité. Cette interrogation n'est pas une faute. Elle n'est pas ingénue. Elle est une réminiscence, une trace ancienne et puissante. C'est cette intuition discrète, sous le vacarme quotidien, qui affirme « Vous avez déjà foulé ce terrain ». Vous reconnaissez cette essence, et l'heure est venue de la retrouver. Agartha n'est pas uniquement le récit d'une métropole dissimulée. C'est le témoignage de ce que nous avons égaré et de ce que nous sommes désormais invités à récupérer. C'est une invitation vivante à nous rappeler que l'humanité a jadis vécu en symbiose avec une réalité plus vaste, plus sacrée, plus pure, et que cette union demeure préservée, intacte, au milieu du tumulte contemporain. Non seulement sous la croûte terrestre, mais au plus profond de nos âmes. Voilà pourquoi Agartha captive les âmes en quête, ceux qui doutent, les nomades intérieurs. Non parce que vous êtes égarés, mais parce que vous êtes prêts à raviver la mémoire. Rappelez-vous que la planète est vivante,
qu'elle abrite bien plus que ce qu'on nous enseigne. Le pouls de la Terre ne résonne pas seulement sur un plan matériel, il vibre aussi sur un plan spirituel. Dans les strates d'énergie et de quiétude se tient une communauté édifiée non sur la domination, mais sur l'harmonie parfaite. Ses habitants n'ont pas perdu le fil de leur identité. Ils n'ont pas troqué leur vocation contre des gains ou des intrigues. C'est ce qui rend l'évocation d'Agartha à la fois distante et intime. Parce que vous avez perçu cette ouverture en vous. Vous avez entrevu qu'il existait plus que cette répétition quotidienne, ce brouhaha incessant, cette recherche perpétuelle d'un accomplissement factice. On vous a convaincu que votre valeur résidait à l'extérieur, qu'il fallait la conquérir, la mériter par l'effort, l'acheter par des compromis. Mais Agartha vous enseigne que vous avez toujours été complet, que tout ce que vous poursuivez, la clairvoyance, la restauration, le sentiment d'appartenance vous attend depuis l'origine. Leur réalité reflète ce que notre monde pourrait incarner si nous arrêtions de sustenter les mirages pour cultiver l'esprit. Vous ne découvrirez pas Agartha en espérant qu'un plan détaillé vous soit offert. Vous la rencontrerez en accordant votre vibration à son authenticité. À chaque souffle intentionnel, à chaque choix de l'attention plutôt que de l'agitation, de la bienveillance plutôt que de l'appréhension, de l'instinct plutôt que des directives imposées, vous avancez vers elle. Car Agartha n'a jamais disparu. C'est vous qui aviez perdu le chemin. La bataille pour capter votre focus ne cessera pas. Les diversions continueront à surgir. Mais désormais, vous êtes informés. Vous avez capté ce qu'on a tenté de voiler. Agartha possède une réalité, sinon dans la forme visible, du moins dans son principe profond. Et vous constituez le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Vous n'êtes pas seulement conviés à la dévoiler, vous êtes invités à la manifester. Vous transportez Agartha dans votre énergie, dans vos décisions, dans votre désir de vivre autrement. Non plus intensément, plus opulent, plus spectaculaire, mais plus authentique, plus harmonisé, plus vibrant. Car c'est cela dont l'époque a soif. Non davantage de clameurs, mais plus d'échos profonds. Non plus d'adeptes, mais plus d'âmes qui se remémorent. Non plus de maîtrise, mais plus de clarté. Si ces paroles ont résonné en vous, partagez-le en commentaire. J'ai saisi.